Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi 23 septembre pour ce journal de la soirée sur Alizé Télévision. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés. Les chantiers de rénovation urbaine au programme de la seconde journée de visite du ministre de la Ville. Les questions du logement intermédiaire et de l'accession au logement ont notamment été soumises à Patrick Caner. Depuis plusieurs mois, la rénovation urbaine entreprise aux Abîmes doit transformer Rézé et Grand Camp. Dans ce dernier quartier, les commerçants se plaignent de la lenteur des travaux. Devant la déliquescence de la société guadeloupéenne, le sport est l'un des moyens pour retrouver des valeurs citoyennes. Un exemple parmi d'autres, le judo. Le journal, Ronnie Nabal. Et l'invité de notre journal ce soir sera Kirk Peck, directeur artistique de Blue Melody School. Il viendra nous parler de la reprise des cours de gospel de l'école et également de la journée portes ouvertes organisée dimanche à Chauvel. Patrick Caner a poursuivi son déplacement de 24 heures en Guadeloupe par une visite ce matin sur le thème de la rénovation urbaine. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse, des Sports est allé à la rencontre des maires des Abîmes et de Pointe-à-Pitre pour se rendre compte des travaux réalisés dans le cadre de cette rénovation urbaine, mais aussi des chantiers à réaliser. C'est d'abord au gymnase Paul Chonchon que Patrick Caner s'est rendu pour une présentation par le maire de Pointe-à-Pitre des chantiers de rénovation urbaine et du protocole de préfiguration du nouveau programme de rénovation urbaine. Jacques Bangou qui a profité de la présence du ministre pour dresser une longue liste de doléances dans le domaine du logement. Il s'agit non pas simplement de se féliciter de ce qui est beau, de ce qui est bien, cette magnifique école, ce que nous avons eu également sur Pointe-à-Pitre au niveau de l'ancien stade Pierre-Antonius, mais d'apprendre à déceler ce qui fait encore frein, ce qui fait difficulté, la question du logement intermédiaire en Guadeloupe, de l'accession au logement, la question des seuils d'accession au logement, qu'ils soient intermédiaires ou social. Tout ça, c'est de l'ordre politique et législatif. Il y a également la prise en compte des coûts de construction selon les lieux en Guadeloupe où nous faisons les constructions, de façon à ce que nous ne sortions pas du logement social qui soit inaccessible et que l'accession qui est la volonté, le souhait de beaucoup de Guadeloupéens ne puisse pas être freinée par des coûts de mise aux normes qui sont vraiment trop invraisemblables. Après cette rapide mais nécessaire présentation, c'est sur le terrain que Patrick Caner est allé constater du travail accompli, mais aussi de l'immense chantier qui reste à réaliser dans l'agglomération centre. On sait que les enjeux financiers sont supérieurs aux moyens qui ont été mis en œuvre. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais moi, je suis fier de savoir qu'il y aura 1 milliard de travaux faits sur les Abîmes et sur Pointe-à-Pitre grâce à la dynamique de la rénovation urbaine. Il faut le souligner. Nous allons travailler maintenant sur la deuxième phase de la rénovation urbaine qui va nous amener de 2016 à 2026 pour terminer ce que j'ai vu tout à l'heure et qui ne correspond pas à la dignité humaine tout simplement. Et donc amener le beau, ce qui fait de la fierté dans les quartiers. Quant à savoir quel sera l'engagement financier de l'État dans la mise en œuvre de cette deuxième phase de rénovation urbaine dans les villes des Abîmes et de Pointe-à-Pitre, il faudra attendre la finalisation du protocole de préfiguration avec le préfet de région. Ce protocole sera finalisé en décembre 2016, janvier 2017. À partir de là, nous verrons quels sont les besoins. Mais vous savez, je ne vais pas mentir à votre micro. Ce que nous ferons pour 2016-2026, ce ne sera pas encore suffisant, mais nous travaillons pour l'avenir. Nous récupérons finalement des dizaines d'années de retard en quelques années. Et ça, c'est un message d'espoir pour toute une population. Après une visite des nouveaux logements qui seront bientôt livrés à Bergevin, c'est au nouveau complexe scolaire de Grand Camp que le ministre s'est rendu. Avant son départ pour la Martinique, Patrick Caner s'est engagé à défendre une augmentation des crédits consacrés à la rénovation urbaine. Une démarche déjà en cours auprès du chef du gouvernement et pour laquelle le ministre a de grands espoirs. Patrick Caner a donc promis de soutenir la prochaine rénovation urbaine des villes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. La phase actuelle de la rénovation urbaine arrive à son terme. Certains quartiers
ont radicalement changé de visage et d'autres sont en chantier depuis de nombreux mois. Comment les habitants des zones concernées par les travaux de la rue Zab vivent-ils cette longue période de travaux? Joël Saint-Silly est allé mener l'enquête dans le quartier de Grand Camp. Amas de tuf et autres matériaux, balais incessants de pelles mécaniques et de camions, c'est le quotidien des habitants de Grand Camp depuis plusieurs mois. Pas facile tous les jours entre déviations, poussière et boue en temps de pluie. Cependant, à première vue, les riverains font contre mauvaise fortune bon cœur. C'est nécessaire les travaux. Donc même s'il y a quelques désagréments, il faut les faire. Des travaux qui entrent dans le cadre de vastes programmes de rénovation urbaine dénommé rue Zab. Un énorme chantier dont l'objectif est évidemment de réhabiliter des quartiers entiers marqués par le temps. Mais pour certains habitants, c'est la lenteur des travaux qui pose problème. En pas contre les travaux, monsieur le maire Éric Jalton, pas de problème contre lui, monsieur n'a pris tout ça qui j'ai passé, pas de problème contre lui. Mais quand vous devez travailler là, quand vous trop de temps. Un mécontentement ô combien partagé par les commerçants de cette grande cité populaire. Certains sont au bout du rouleau. C'est vraiment la grosse galère parce qu'en fait, il n'y a pas de place pour se garer pour les clients. On a vraiment un manque à gagner et on ne sait pas quoi faire. Un manque à gagner évident et mis régulièrement à la connaissance des autorités compétentes. C'est qu'il faut faire un dossier, donner des chiffres d'experts comptables pour avoir un dédommagement. Mais entre-temps, ça ne change rien pour nous. On a une perte de chiffre d'affaires. Ainsi va la vie à Grand Camp depuis environ 6 mois. Mais il n'empêche que certains restent très optimistes. On m'a promis que maintenant, ce sera encore meilleur. Ce sera les Champs-Élysées. Là, voyez monsieur, là, ce sera les Champs-Élysées. Franck Fazian, le président de Casabroc, était l'invité de notre journal hier soir. Avec lui, nous avons parlé des actions d'insertion mises en place par l'association qu'il préside, de sa contribution à la lutte contre la délinquance ainsi que de l'intérêt que portent les pouvoirs publics à ces actions. Je vous propose de l'écouter. On n'est pas suffisamment concerté. Peut-être que dans l'avenir, il y a eu quelques concertations, mais elles ne sont pas pérennes, elles ne sont pas profondes et qu'il n'y a pas de fil rouge. Il faudrait que les décideurs, les politiques, soient plus au contact de ce qui se fait dans la rue, plus à nos contacts. Je pense qu'ils viennent de haut, ils se disent, bon, avec tous les lois qui passent, nous allons mettre des dispositifs en place. Mais ils ne sont pas assez à l'écoute de ce qui se passe. Parce que sur le terrain, ça change tous les jours, ça évolue tous les jours. On n'a qu'à regarder la violence. À l'époque, quand j'ai commencé en 98, elle était à base de 20, 25, 30 ans. Maintenant, elle est à base de 10, 15 ans. On a bien vu ce qui s'est passé récemment. Donc la violence est encore descendue un petit peu plus bas dans les âges. Et donc je pense que là, franchement, il y a eu des assises. Il faudrait vraiment des pics à parole. D'ailleurs, on en fait un ce soir dû à... Voilà, on en fait un ce soir. Donc il faut vraiment qu'ils soient un peu plus à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Alors vous faites partie des signataires qui ont appelé à la grande marche contre la violence. C'était hier dans les rues de Pointe-à-Pitre. À peine une semaine après le drame dont on vient de parler, le meurtre de Yohan Equinox, on avait l'impression que l'émotion était retombée, que finalement les gens s'étaient déjà reconcentrés sur leur quotidien. Mais c'est clair. Vous direz que franchement que j'ai appris la nouvelle en arrivant à Casabroc par les jeunes. En ce moment, je ne regarde plus les médias puisque je suis un peu fatigué de tout ce qui se passe en 20 ans et ça n'évolue pas. Ça ne va qu'en empirant. Donc moi, j'essaie dans mon coin de trouver des solutions, d'essayer d'évoluer. Et il est vrai que la rénovation nous a donné un sacré coup. Et donc j'étais un peu à l'écart, quoi. Et quand j'ai vu effectivement la situation de Yohan, ce qui s'est passé, et Ken Paul, normalement, c'est un jeune qui aurait dû passer à Casabroc-en-Tige, on l'a jamais vu, on l'a jamais eu. Donc où c'est que ça a foiré, je ne sais pas. Il est vrai qu'il y a des dispositifs, on dit toujours que les dispositifs ne suffisent pas, il manque de moyens, la police, tout ça, ce qui est vrai, face à ce qui se passe là. Donc voilà, donc, nous on essaye de se battre contre ça, mais c'est pas facile, quoi. Le sport peut-il contribuer à lutter contre la montée de la violence ? Pratiquer une activité de groupe ou un sport individuel peut servir à développer un esprit positif favorisant le mieux vivre ensemble. Parmi les disciplines qui inculquent des règles et des valeurs fondamentales, les arts martiaux, Éric Pommier est allé à la rencontre du président de la Ligue de judo de Guadeloupe. Reportage. Lutter contre les violences diverses par le sport, est-ce encore une utopie ? Sport et violence sont souvent associés l'un à l'autre. Les sociologues rappellent que le sport est à la fois lieu de production de violence et moyen de contrôle de cette violence.
Les sports modernes sont généralement considérés comme un moyen privilégié, ayant largement participé et contribué au contrôle et à l'apprentissage de l'autocontrôle des pulsions. Mais le sport, c'est avant tout des règles auxquelles il faut avant tout se plier. Ce qui est fondamental, c'est d'abord les valeurs éducatives. L'avantage des arts martiaux, c'est que nous avons un code moral où la politesse, elle est de mise, l'amitié, l'honneur, la sincérité, le contrôle de soi. Et nous, on travaille uniquement sur ces valeurs-là. C'est pourquoi au niveau du judo, il y a une progression, et la progression française, c'est elle aussi qui nous donne notre culture. Et cette culture-là, eh bien, ça nous apprend à nous comporter. Comporter quand on rentre dans le dojo. On salue celui qui a créé le judo, Jigo Kano. On salue le tatami. Là, c'est pareil, après un combat, donc il y a une forme de fair play, puisque qu'on soit vainqueur ou qu'on soit vaincu, on salue son partenaire et on lui serre la main. Serrer la main ou dire simplement bonjour, des valeurs en voie de disparition dans une société dite plus violente, où les repères de l'éducation se sont en effet trop souvent volatilisés. En sport, pas de respect des codes et la sanction est immédiate. Pas de gestes violents que le sportif pourrait regretter. Il faut donc contrôler, et contrôler son agressivité n'est pas forcément synonyme de la réduire. Jacques Inoc évoque l'activité sportive comme une forme de thérapie contribuant à l'épanouissement et à l'équilibre de l'enfant. C'est cette démarche-là, associée aussi à celle des parents, parce qu'il ne faut quand même pas occulter le fait que les parents, s'ils ne participent pas pleinement à cette démarche éducative et sportive, il va y avoir des manquements. Et c'est ces manquements-là qui après sont difficiles à rattraper. Mais il faut que les parents, pour la cause éducative de leurs enfants, mais au moins qu'ils soient solidaires, quoi. Et moi je dis que la société, elle irait mieux si effectivement il y avait davantage de jeunes qui pratiquaient du sport. Pas forcément le judo, pas forcément les arts martiaux, mais tout type de sport. Posons-nous simplement des questions que l'on ne se pose peut-être jamais. Qu'est-ce qui éduque dans le sport, l'activité sportive ou l'éducateur? Tous les jeunes aiment-ils? Doivent-ils aimer le sport? À quel public doivent s'adresser les politiques de prévention par le sport? Autant de questions et bien d'autres qui pourraient et devraient amener à réfléchir à de vrais programmes de prévention. Comme chaque année, les responsables du pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles accueillaient les étudiants primo-arrivants d'origine étrangère. Une cérémonie à laquelle de nombreuses personnalités politiques ont participé. Particularité cette année, tous les nouveaux étudiants étrangers sont originaires d'Allemagne. Reportage Muriel Barlaï. Depuis quelques années, l'Université des Antilles organise une cérémonie de rentrée pour les étudiants venant de l'étranger. Cette année, le hasard a voulu qu'ils soient tous originaires d'Allemagne. 8 étudiants à qui les représentants de l'université, de la mairie de Pointe-à-Pitre, de la région et du conseil départemental sont venus souhaiter la bienvenue. Parmi eux, Elena, 22 ans, originaire de Fribourg. Elle suit un cursus en biologie. Cette habituée des voyages a entendu parler de la Guadeloupe par d'autres étudiants. La destination lui a semblé idéale pour améliorer son niveau en français et aller plus loin dans son projet professionnel. La Guadeloupe, pour une étudiante de la biologie, c'est un paradis parce qu'il y a beaucoup de cours sur l'écologie tropicale. Et pour moi aussi, il y a des cours en biochimie parce que dans l'avenir, je voulais bien faire quelque chose avec la biochimie. Et ici, je prends des cours de biochimie structurale et aussi des TP pour me préparer parce que je vais faire ma thèse de bachelor la semestre prochaine en Allemagne quand je retourne. Maximilian, lui, vient de Munich. À 25 ans, il a choisi de faire un semestre en STAPS en Guadeloupe pour enrichir son parcours. Je pense que c'est une bonne chance de faire connaissance avec une culture et un climat que c'est très différent d'Allemagne. Et j'aime les sports de l'eau. On fait beaucoup de surf, c'est très bien. Et l'université, c'est différent d'université en Munich, mais c'est une bonne expérience. Ces étudiants ont ainsi pu voyager dans le cadre du programme Erasmus+. Ce dernier permet la mobilité des étudiants et des personnels enseignants et non enseignants au sein de l'Europe. Ces déplacements sont possibles grâce à des conventions signées entre les universités.
Celle des Antilles en a signé plus de 50 avec des facultés européennes. L'ouverture internationale, c'est un axe fort de toutes les universités et ça a vraiment du sens au niveau de l'Université des Antilles parce qu'on a des compétences réelles ici et ça permet à nos étudiants qui sortent des Antilles, soit de Guadeloupe, soit de Martinique, d'avoir des perspectives aussi en termes de poursuite d'études dans d'autres universités à l'échelle européenne ou à l'échelle caribéenne. Et ça, c'est vraiment très important au niveau de la stratégie même de l'Université des Antilles. Des partenariats ont ainsi été passés avec des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et de la Caraïbe. La Guadeloupe a de quoi les séduire. À part évidemment le climat, on va parler très rapidement le climat et les plages, il y a souvent des spécificités. S'agissant d'ici, en Guadeloupe, il y a par exemple certaines formations comme la biologie marine, le sport, c'est-à-dire que nous proposons des spécificités qui les intéressent. Et c'est pour ça, par exemple, que les universités allemandes sont très intéressées, et par exemple aussi, nous travaillons sur la médecine tropicale, comme vous le savez. Donc, certaines formations les attirent. Ces échanges sont aussi un moyen d'améliorer l'employabilité des futurs demandeurs d'emploi. Étudier à l'étranger réduirait de moitié les chances de devenir chômeur de longue durée. Dans un instant, nous parlerons d'un hommage qui sera rendu à Tiséleste et nous retrouverons notre invité Cœur qui pègue. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Direction pour commencer le Venezuela où la pénurie touche également les établissements de santé. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Les hôpitaux vénézuéliens manquent de tout. Médicaments, médecins et couveuses. Pour dénoncer cette pénurie, Manuel Ferreira, un avocat et militant de la table de l'Union démocratique, a publié sur Twitter une photo de 6 nouveau-nés dormant dans des cartons. Une simple couverture, aucune protection contre les bactéries, une feuille avec leur nom affiché. L'hôpital où a été prise la photo riposte sur Twitter avec une photo de couveuse en bonne et due forme. Et le directeur assure que les nouveau-nés ne sont pas soignés dans des cartons, reconnaissant tout de même que cette situation existait, mais de façon isolée. Si l'image ne reflète sans doute pas l'état de tous les hôpitaux du pays, les pénuries se multiplient. Selon une enquête menée en août dernier, si l'on en croit la chaîne vénézuélienne Noticias Caracol, 76% des médicaments nécessaires manquent et 81% des instruments médicaux sont défectueux. Mi-août, ce sont des cercueils en carton qui s'apprêtaient à être commercialisés en réponse à la flambée du prix du bois qui rendait les services funéraires inaccessibles aux Vénézuéliens. Alors que son décès remonte au 10 septembre dernier, René Núñez, président de l'Assemblée nationale du Nicaragua depuis 2007, quittera ses fonctions en janvier 2017. Par ce geste surréaliste, le président sandiniste Daniel Ortega a tenu à rendre hommage à un homme à qui il doit beaucoup. Les députés ont approuvé toutes les réformes constitutionnelles présentées par le pouvoir, qui ont progressivement transformé le pays en propriété privée du clan Ortega. Le mandat présidentiel, jadis limité à 2 quinquennats, est désormais renouvelable éternellement. Et la concession d'une partie du territoire à un milliardaire chinois, qui doit construire un canal interocéanique concurrent de celui de Panama, a été approuvée par la Chambre sans appel d'offres ni étude d'impact préalable. Bref, plus rien n'étonne dans ce pays où cohabitent un discours officiel socialiste et une politique économique ultralibérale. Daniel Ortega briguera un 3e mandat qu'il est certain de remporter. Les partis d'opposition ont renoncé à présenter leurs candidats sous la pression. Ortega a choisi comme vice-présidente Rosario Murillo, son épouse, une adepte des sciences ésotériques et des philosophies orientales, surnommée la Diablesse par les Nicaraguayens. Selon le Centre national des ouragans de Miami, le centre de la tempête tropicale Karl était situé à environ 690 km au sud des Bermudes. Elle se déplace vers le nord-ouest à près de 26 km/h et devrait infléchir vers le nord-nord-est dans les prochains jours. Des rafales de plus de 220 km/h sont recensées et devraient même se renforcer sous les prochaines 48 heures. Le passage de Karl est attendu pour ce week-end avec beaucoup de pluie et une mer forte à très agitée sur 72 heures. De fortes houles arrivent déjà sur les côtes de l'archipel des Bermudes.
Les professionnels de la mer et les surfeurs sont appelés à ne pas mettre le nez dehors. Retour en Guadeloupe, il y a presque 2 ans, le 13 novembre 2014, Aurélien Céleste, plus connu sous le nom savant de Ti Céleste, tirait sa révérence à l'âge de 69 ans. Dimanche, un hommage sera rendu à celui qui fut l'un des grands chanteurs guadeloupéens de Gros Cas, un hommage qui se déroulera à l'espace Fondalca à Petit Canal. Cette initiative émane du Comité international des peuples noirs en partenariat avec la commune de Petit Canal et la médiathèque Bettino Lara Caraïbes. C'est sur le décatement de cette journée hommage, les précisions de Jacqueline Jacqueret, la présidente du CIPN. Elle est au micro de Jacques Damprobe. Ti Céleste, c'est Aurélien Céleste. C'est un chanteur-compositeur de la région de Basse-Terre qui est parti en 2014 et qui a fait un travail énorme. Il a enregistré 22 albums, il a plus de 250 titres et lorsqu'il est mort, il avait encore plein de projets en vue. Donc nous souhaitons lui rendre hommage parce que nous avons également sur le site l'allée des Maîtres K, une allée où on trouve tous les grands tambouillers, les grands chanteurs, les grands danseurs de Gros Cas, entre autres vélo et tout cela. Donc nous avons des totems et donc nous découvrirons le totem de Ti Céleste ce jour-là, dimanche à partir de 12h. Alors nous allons commencer par un canari contré, c'est important parce que ce jour-là nous allons manger ensemble, chacun va apporter ce qu'il a et puis nous allons manger ensemble. Mais surtout nous allons parler de Ti Céleste, de sa vie. Il a travaillé avec énormément de personnes, Gérard Paumer, Kozak, Zagalo, en tout cas je ne vais pas les citer tous. En tout cas tous ces gens-là seront là ce jour-là pour parler de Ti Céleste et lui rendre hommage et également ses enfants, Tony, Widi, Jimmy et puis Patricia, qui seront là pour rendre hommage à Ti Céleste. Et nous rendrons également hommage à nos ancêtres parce que c'est important pour nous que chaque fois que nous allons sur le site, nous rendions hommage à nos ancêtres. Donc ce jour-là, j'invite toutes les personnes à venir à partir de 12h sur le site pour commencer la manifestation et à faire en sorte que ce soit vraiment un grand jour. Alors je ne citerai pas tous les artistes qui seront présents parce qu'il y en a tellement. Marcel Magna, Mario Coco, Teddy Pellissier, Esnar Bradur, en tout cas tous les tambouillers ont répondu présents à cette manifestation. On parle toujours musique avec notre invité, Cœur Kipeg. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur artistique de Blue Melody School. Blue Melody School qui aura bientôt 10 ans. C'est une école de chant gospel ouverte à tous. Comment ce style musical que vous promouvez est perçu en Guadeloupe à travers le temps? Comment les choses ont évolué? Les choses ont positivement évolué. C'est vrai qu'on est, je le dis souvent, on est toujours dans cette phase de démocratisation de la gospel music, mais il faut reconnaître qu'en Guadeloupe, on a fait vraiment beaucoup de chemin. Je me rappelle, il y a déjà plus de 10 ans, je rentrais dans le pays avec ce projet fou qui était Gospel So Cool Mass Choir. Première fois qu'il y avait un casting gospel dans l'île. Premier gros concert de gospel, c'était envergure au Centre des Arts. Et le public nous a réclamé un espace où on pourrait maintenant apprendre à chanter du gospel. On l'a fait grâce à Dieu et ça fait 8 ans que ça dure, on va vers les 10 ans. Alors Blue Melody School, il y avait Karukera Gospel Singer pour les adultes, il y avait Karukera Gospel Singer pour les juniors, pour les enfants à partir de 4 ans. Cette année, vous lancez un nouveau chœur de gospel. Effectivement, alors il y a plein de nouveautés cette année parce que bon, il faut savoir tirer des leçons du passé et puis savoir se renouveler pour amener des choses complètement fraîches et nouvelles. Et puis il se trouve surtout qu'au sein de l'école, on a beaucoup de jeunes qui étaient enfants quand ils sont arrivés à l'école et qui aujourd'hui aspirent encore à autre chose. Donc effectivement, on va conserver Karukera Gospel Singers qui est la chorale des adultes qui répète le mardi soir à la salle Georges Tarrer. Les enfants le mercredi après-midi entre 13h30 et 14h30 à partir de l'âge de 4 ans, on va pouvoir toujours les accueillir. Et maintenant les jeunes à partir de 13 ans auront cette nouvelle formation Blessing de 14h30 à 16h à la salle Georges Tarrer toujours, où là ils vont pouvoir évoluer vers un répertoire qui est un peu différent, toujours dans le gospel, mais avec une autre dynamique aussi. Alors, on l'a dit, il y a des adultes, il y a des enfants, il y a des ados. Qu'est-ce qui motive ces différentes personnes à rejoindre l'école ? Alors la première chose, c'est la passion pour le chant, parce que les gens, ils ont envie de chanter, ils ont envie de découvrir le potentiel vocal qu'ils ont, ou sinon peut-être l'optimiser pour ceux qui savent déjà où ils en sont. Le message fédérateur et j'ai envie de dire d'amour que prône
le gospel en général, les gens recherchent ça, et y compris les jeunes. On pourrait se tromper en disant le contraire. Donc ils ont envie d'avoir cet exutoire, qu'est le chant, mais ils ont envie d'être inondés de choses positives, et puis ils ont envie aussi de relever certains défis autour des spectacles qu'on leur propose. Est-ce que l'aspect religieux est important pour faire partie de l'école ? Alors, vraiment pas du tout. Pas du tout, parce que Blue Melody School n'est pas du tout affilié à une obédience particulière. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne va jamais mettre de côté le message spirituel, et non pas religieux, mais le message spirituel de la gospel music, puisque gospel signifie évangile. Donc, ce qui veut dire que en français, en anglais ou en créole, peu importe, on va toujours chanter ces valeurs spirituelles avec ces histoires bibliques aussi que l'on relate. Mais attention qu'il n'y ait pas de confusion, pas de mélange avec quelle que soit l'obédience. Alors, l'école organise une journée portes ouvertes de ses locaux à Chauvel. Ce sera dimanche. Quel est le programme de la journée et qui attendez-vous ? On attend monsieur et madame tout le monde. On attend tout le monde. L'école sera ouverte, en tout cas pour accueillir le public, de 9h à 17h. Donc là, c'est la grande journée porte ouverte. Les gens pourront venir avoir de plus amples informations sur les activités. Ils pourront s'essayer au chant. Ils pourront passer le bilan vocal, tout simplement, savoir où on en est vocalement. Et puis s'inscrire pour les activités. Parallèlement, on aura cette grande foire culinaire qui va être organisée ce même jour pour soutenir les nombreuses actions que mène l'association. Donc tout le monde va pouvoir être de la partie. Les enfants, les parents, les gens d'un âge mûr que l'on aime beaucoup, tout le monde a sa place à Blue Melody School. Alors ça c'est pour la journée de dimanche. Quelques mots sur les stages et les formations que vous organisez, et singulièrement la semaine prochaine aux avis. Oui, on a le privilège de recevoir 2 artistes exceptionnels. L'artiste Jean qui nous vient du Canada et qui sera en Guadeloupe pour la première fois. Et elle aussi pour la première fois, Virginie Nfa, qui, elle, va animer un stage de danse liturgique. Alors, c'est la première fois que Blue Melody School propose un rendez-vous autour de la louange, qui est très, très proche de la gospel music. Il y a un fort public qui est très demandeur pour cette esthétique. On s'est dit, OK, faire un concert de louange, c'est sympa, mais qu'il y a aussi de quoi partager autour de stages. Donc, Jean va animer un stage pour les conducteurs de louange, et Virginie va animer ce stage de danse liturgique. Les 2 stages auront lieu les 28 et 29. Donc c'est-à-dire mercredi et jeudi prochain, et on va couronner le tout avec ce grand concert qui aura lieu lundi 1er octobre à la salle La Voix de la Mission aux Abîmes. Alors justement, Blue Melody School présente des spectacles de sa création. Le dernier, c'était en juin au Lamentin, la comédie musicale intitulée Gospel Academy, mais vous ne faites pas qu'organiser, que présenter vos spectacles, vous organisez également des concerts. Donc celui-là dont on parle, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, c'est samedi 1er octobre à 20h à la salle La Voix de la Mission. Oui, c'est vrai que le volet spectacle, il est important pour nous, parce qu'on continue notre travail autour de la gospel music. On a le Gospel en Karukéra Festival qu'on organise tous les 2 ans. Et cette année, donc le festival alterne avec la production de Noël Gospel en Karukéra. On reviendra sur ce plateau pour vous donner de belles infos sur le magnifique plateau qui nous attend aussi à Noël. On n'hésitera pas à vous réinviter, Kirky. On rappelle le rendez-vous dimanche 25, c'est après-demain. Dimanche 25, nous sommes donc à Chauvel, à côté du rond-point de Chauvel. De toutes les manières, on va investir la rue, ce ne sera pas difficile de pouvoir nous trouver. La journée porte ouverte de Blue Melody School, de 9h à 17h, et la foire culinaire aussi. Là, on va pouvoir vous faire chanter et on va pouvoir vous inviter à chanter du gospel. Merci beaucoup, Kirky Pegg, directeur artistique de Blue Melody School. Informations pratiques avant de clore cette édition. Dans le cadre des délestages programmés par le SIAG sur le réseau de Bélocado, les habitants de Sainte-Anne seront privés d'eau ce soir à partir de 22h jusqu'à demain 7h. Demain soir, ce sont ceux de Capesterre-Belo et des communes d'Essaintes qui seront concernés par ces coupures tournantes. Un point sur la météo, ce soir et demain, il devrait faire beau ce soir un peu partout. Même si les nuages sont présents au-dessus de nos têtes, le temps devrait rester clément cette nuit. Demain matin, le soleil sera bien présent sur l'ensemble des communes de l'archipel. Côté qualité de l'air, nous restons dans le vert avec un indice Atmo de 3 annoncé par Guader. Passez une bonne soirée sur Alizé Télévision. On se donne rendez-vous lundi 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Mais l'information continue ce week-end sur Alizé Télévision.